Bonjour à tous et bienvenue dans mon analyse de l'épisode 5 de House of the Dragon, avec un épisode qui était absolument splendide, à part peut-être une petite incohérence sur la fin dont on discutera. Et voilà, j'ai adoré les jeux d'acteurs, les discussions entre les personnages qui plantent vraiment bien le décor de la guerre a priori qui s'annonce. En tout cas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à lâcher un commentaire en dessous. Et maintenant, sans plus attendre, on entre directement dans le vif du sujet. Pour commencer, on retrouve Lady Rhea, la femme de Daemon, qui part à la chasse et croise son cousin qu'elle semble rejeter assez dédaigneusement d'ailleurs. Ensuite, elle trouve Daemon sur son chemin et le provoque au sujet de leur mariage qui n'a pas été consommé, au sujet de la remarque qu'il a fait à propos des femmes du Val qui seraient moins belles que leurs moutons, ce qui est assez désobligeant pour elle. Bref, elle n'hésite pas à le provoquer, ce qui est assez étonnant et audacieux quand on connaît la réputation de Daemon, mais en tout cas elle n'a pas peur de lui, et lorsqu'il s'approche, eh bien elle attrape son arc et son cheval se cabre avant qu'elle se fracasse la colonne vertébrale. Il décide ensuite de la finir avec un coup de rocher sur le crâne, on imagine, possiblement parce que de toute façon il ne voulait pas ensuite avoir à assumer les conséquences d'avoir causé un accident qui aurait rendu sa femme paralysée. Donc il la tue. Je ne sais pas si c'était son intention initiale, à vrai dire il donne juste l'impression de s'approcher et le cheval se cabre alors qu'il essaie de l'attraper. C'est assez bizarre qu'elle attrape son arc alors qu'ils sont juste l'un à côté de l'autre. Bref, il n'est pas tout à fait clair qu'il cherchait à la tuer lors de son arrivée, mais en tout cas, finalement, le moment où elle est partie, elle le provoque en plus une dernière fois, ça lui a pas vraiment laissé d'autre choix. Donc voilà, j'aime bien que les réalisateurs vraiment ne soient pas tout à fait clairs sur l'intention de Daemon, bien qu'encore une fois, le résultat soit le même et il l'assumera comme toutes ses actions par le passé. On note par ailleurs que Rhea est tout l'inverse d'un mouton, elle est d'ailleurs très belle dans la série. Par le passé, Daemon a eu 2 dysfonctionnements lors des 2 rapports sexuels qu'on a vus depuis le début de la série. On peut donc se demander s'il n'a pas déjà tenté de consommer leur mariage et qu'il n'a pas réussi. Ce qui expliquerait la confiance de Lady Rhea quand elle lui en parle. Ce ne sont pas simplement des rumeurs, elle les connaît de première main. Et ça explique aussi qu'il soit piqué au vif quand elle lui dit « tu n'es même pas capable de finir à la fin », ce qui est un peu une métaphore sexuelle aussi. Bref, elle a réussi à provoquer Daemon, et on peut se demander aussi si il n'accuse pas la beauté des femmes du Val comme la raison de son incapacité à produire un héritier et à consommer le mariage, alors que la vérité est peut-être ailleurs. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec son arrière-grand-oncle Maegor le Cruel, qui était roi Targaryen et qui avait lui aussi des problèmes à avoir un héritier. Il a eu plus de 6 femmes et à chaque fois il accusait les femmes d'être la raison de son incapacité à avoir un héritier. Et bien c'est un petit peu la même chose que Daemon a fait avec Lady Rhea. Il y a ensuite une discussion extrêmement intéressante entre Otto et Alicent à le moment où Otto quitte Port-Réal. Au milieu de la discussion, Otto change de ton et présente à Alicent un futur qui apparaît inéluctable. La mort de Viserys, effectivement quasi certaine, mais aussi la succession de Rhaenyra qui apporterait la guerre. Pourquoi est-ce que ça apporterait la guerre ? Effectivement, il pourrait y avoir des doutes quant à la succession par une femme, mais de là à provoquer une guerre civile généralisée, d'autant plus qu'en face ils ont des dragons et ils sont bien en place, il y aura certainement quelques doutes, mais de là à imaginer vraiment un chaos susceptible d'être un danger pour Alicent et ses enfants, si après tout elle accepte les revendications de Rhaenyra, elle avait pas l'air vraiment de s'y opposer depuis le début de la série, eh bien pourquoi pas. Ce changement de ton de Otto me fait penser à une autre scène, celle où il était avec son frère, Aubert, où on voyait en fait qu'il était sous l'influence de son grand frère et qu'il agissait pour les intérêts de son clan et de son aîné. Avec Alicent, on le sent presque craintif, il sort de son rôle habituel pour la mettre en garde. La guerre et le conflit sont inéluctables parce qu'il connaît la soif de pouvoir et les plans de son frère et du reste de la famille. Il n'en est qu'un rouage au même titre qu'Alicent et il tente de la mettre en garde car lui et surtout sa fille maintenant sont en première ligne de ce conflit qu'a manigancé son frère depuis le début. Lui et Alicent n'étaient donc que des pions au service de son frère, sauf que maintenant qu'il est congédié, il ne pourra plus protéger sa fille au milieu de la cour. Et il essaie donc une dernière fois de la mettre en garde avant de la laisser seule. En ce temps-là, le roi Viserys, qui est complètement au bout de sa vie, arrive à Lamarck, la demeure des Vélarions. On voit que Corlys ne se donne même plus la peine, il met même plus les formes avec le roi, il n'attend à ce moment-là plus rien de lui et surtout n'a absolument pas peur du roi. Pourquoi en aurait-il peur ? Il a des dragons, il a la plus grande partie de la flotte et il est sur une île tranquille alors que le roi Viserys, qui n'est absolument pas porté sur la guerre, n'aurait donc aucun moyen de venir le déloger. Encore une fois, on peut faire la comparaison entre la France et l'Angleterre, la France qui n'a jamais pu envahir l'Angleterre pendant la guerre de 100 ans.
La scène suivante est la scène de Larry Strong qui va directement parler à Alicent. Larry Strong est un personnage qu'on avait déjà vu par le passé, j'avais soupçonné qu'on le reverrait de par ses caractéristiques assez uniques, il est boiteux et semble très intéressé par les commérages à l'époque des femmes et par l'information. En tout cas, c'est un intrigant. Et d'ailleurs, Larry, c'est une contraction assez évidente entre Littlefinger et Varys, qui étaient les deux personnages les plus intrigants de la série initiale. Larry sent les Malval, qui serait une fleur qui normalement s'épanouirait à Braavos, et là serait en fleur à Port-Réal, qui n'ont pas exactement le même climat. C'est bien sûr une comparaison avec Alicent, qui n'est pas de Port-Réal et qui s'épanouirait quand même au milieu des intrigues de la cour. Il est en train de la suggérer qu'il la voit comme une actrice potentiellement influente du jeu des trônes et pourrait essayer de s'attirer ses faveurs en s'alliant avec elle. Alors petit point notable, et je vais vous parler d'une théorie qui n'est pas du tout la mienne, qui est la théorie de fan de Game of Thrones et que j'emprunte d'une vidéo de Preston Jacobs, qui est un super analyste de Game of Thrones que vous pouvez trouver sur YouTube en anglais. Je vais vous parler de la théorie du citronnier. Daenerys et Viserys dans Game of Thrones ont des souvenirs de leur enfance après la chute de Aerys et l'arrivée au pouvoir de Robert Baratheon. Une enfance où ils étaient dans une maison avec une porte rouge, à Braavos. Dans cette maison, il était souvent question de citronnier. Pourquoi c'est étrange ? Eh bien, c'est que à Braavos, il y a un climat plutôt proche de l'Angleterre, justement. Même c'est plus au nord encore que Lamarck. Il y a beaucoup de tempêtes, il fait mauvais. C'est pas du tout un climat pour les citronniers. Et normalement, les citronniers ne poussent pas à Braavos, ils pousseraient plutôt dans des régions comme Dorne. Et donc la théorie serait qu'en fait, Daenerys et Viserys n'aient pas grandi à Braavos, et ils aient grandi dans un endroit complètement différent que Daenerys ne connaît pas. Et il y a plein de théories ensuite qui en découlent. Le clin d'œil à cette théorie ici est que les Malval ne poussent pas non plus à Braavos, c'est une fleur exotique. Et d'ailleurs, si on regarde en fond, derrière la fleur sur les murs, ou qui sont d'habitude remplis de dessins d'orgie, si vous faites attention, et bien cette fois, il y a simplement des citronniers qui sont peints au mur. Revenons à Larys, qui est assez peu subtil dans sa manipulation d'Alicent, où il lui révèle que Rhaenyra aurait bu un thé et serait a priori souffrante, et il fait un petit peu semblant de s'enquérir de la santé de la princesse. Si la manipulation est évidente, Alicent ne semble pas s'en préoccuper et est bien trop obnubilée par cette révélation comme quoi Rhaenyra, son amie, en tout cas sa seule amie potentielle, l'aurait trahi et aurait menti devant elle. On peut en tout cas se poser la question de comment est-ce que Larys connaît tous les secrets qui lui permettent de tenter son intervention auprès de Alicent, ne serait-ce que la prise du thé, qui a priori n'a été sous aucun témoin, ou même de manière générale la raison de cette potentielle prise de thé, puisque a priori il ne sait rien de tout ça. On peut se demander si il connaît tout simplement les passages secrets qu'il y a dans le donjon rouge qui a été construit par Maegor et qu'empruntent les petits oiseaux de Varys dans Game of Thrones et qu'a emprunté Rhaenyra lorsqu'elle s'est enfuie du château. Mais j'ai aussi une autre théorie sur le sujet, je vous la partagerai à la fin de cette vidéo et je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus. Viserys et sa nouvelle main, Lyonel Fort, arrive dans le hall des Vélarions. Corlys s'empresse de féliciter le seigneur Fort pour sa nouvelle promotion. On peut se demander s'il n'y a pas une alliance tacite entre les deux, de la même manière qu'il y en a une entre Mélos et Otto Hightower. Si on se souvient, Lyonel Fort a toujours soutenu les tentatives d'alliance entre les Targaryens et les Vélarions, et peut-être voilà, qu'il agissait dans l'intérêt de Corlys, même si comme ces décisions étaient parfaitement logiques, peut-être que Lyonel Fort est effectivement simplement un très bon conseiller, comme il est suggéré depuis le début de la série. Viserys se montre assez impressionné par le hall de Marée Haute. Cela me fait penser un petit peu à Vaux-le-Vicomte, château dont la splendeur avait provoqué la jalousie de Louis XIV envers son propriétaire Fouché, ce qui avait ensuite entraîné sa déchéance. Si la mort de Lady Rhea la cavalière ne semble convaincre personne, les Vélarions en profitent quand même pour appuyer leurs revendications de Daemon, leur allié, sur les terres de Lady Rhea. On voit que toute occasion est bonne à prendre pour avancer des pions politiques. De la même manière, en apprenant la proposition de mariage entre Laenor et Rhaenyra, Corlys tente de forcer un petit peu en suggérant que le couple garderait le nom de Vélarion, ce qui propose tout simplement d'éteindre la dynastie Targaryen. Bon, c'est extrêmement ballsy de sa part, mais pourquoi pas, hein, qui ne tente rien à rien, surtout que Viserys n'est plus à sa près en termes de concession. J'adore la réaction de Rhaenys suite à la réponse pseudo-féministe de Viserys, qui répondrait à Corlys en lui disant que le sexe de son héritière ne devrait pas importer, ne devrait pas la pousser à perdre son héritage familial. Rhaenys émet un rire bref parce qu'il y a une certaine ironie dans la situation, Viserys ayant finalement hérité de la couronne exactement pour cette même raison au détriment de Rhaenys elle-même. Même si elle a fait le deuil de tout ça, elle s'amuse de la situation qui semble passer complètement au-dessus du roi, comme quoi les hommes qui sont les premiers à faire la morale sont souvent aussi ceux qui ont le plus de choses à se reprocher en politique.
Alors que Rhaenyra et Laenor se baladent, Rhaenyra lui fait comprendre qu'elle est au courant pour son homosexualité et lui propose un accord tacite qui leur permettrait de laisser libre cours à leur passion en dehors du mariage. Je ne sais pas si Rhaenyra fait allusion au fait de faire des enfants lorsqu'elle évoque le préalable de remplir leurs devoirs auprès de leur père et de leur royaume. Si par contre ce n'était pas le cas, je crains que des enfants d'adultère révèlent un petit peu la supercherie, de la même manière que l'adultère entre Cersei Lannister avec son jumeau Jaime Lannister au détriment de Robert Baratheon avait été globalement percé à jour par tout le monde du fait que tous les enfants de Cersei ressemblaient à des Lannister en étant blonds contrairement à Robert. Quoi qu'il en soit, on voit que Rhaenyra a bien retenu la leçon de son oncle Daemon. Les Targaryens peuvent faire ce qu'ils veulent et considèrent le sexe comme un plaisir avant tout. Tout au long de l'épisode, Rhaenyra a l'air ravie de son mariage, non pas qu'elle est soudainement épris de Laenor, mais ce mariage est en fait le compromis idéal pour elle. Elle lui permet de remplir de manière optimale ses devoirs politiques tout en lui donnant toute la liberté de faire ce qu'elle veut. Elle conserve donc son pouvoir tout en gardant sa liberté. Corlys semble ensuite complètement dans le déni de l'homosexualité de son fils et on voit que Rhaenys n'est pas du tout intéressée par ce mariage. Elle craint pour la vie de leur famille, elle craint pour la vie de leurs enfants. Elle a fait son deuil de ses prétentions royales et sait que la revendication de Rhaenyra et donc de Laenor sera contestée par tout le royaume, ce qui devrait apporter une certaine violence. Encore une fois, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais il semble que les autres personnages le croient aussi, donc pourquoi pas. Corlys, lui, prétend qu'il fait ça pour rendre justice, pas pour spécialement du pouvoir, mais c'est un mensonge. Encore une fois, il est dans le déni aussi bien à propos de son fils que de sa femme, et donc en fait de lui-même, parce que c'est pour lui en fait qu'il fait ce mariage. Il s'est marié avec Rhaenys en espérant d'une certaine manière devenir roi de Westeros, puisqu'elle était l'héritière a priori, et il n'a pas réussi à accéder à ce titre, et il espère par l'intermédiaire de son fils réitérer le coup, et enfin permettre aux Velaryon de devenir la plus grande famille de Westeros. Rhaenyra et Criston, qui ne portent pas d'armure pour une fois, discutent passionnément à la vue de tous sur le pont du bateau, ce qui est un petit peu étonnant, ce qui n'est pas très discret. Criston tente le tout pour le tout et propose carrément à Rhaenyra de partir en fuite avec elle, qu'ils écument le monde comme un couple amoureux et aventureux. Malheureusement, Game of Thrones n'est pas un conte de fées et Rhaenyra refuse, parce que même si elle est très intéressée par le sexe, elle est aussi intéressée par la perspective d'être la personne la plus puissante du royaume, bien plus que d'une vie de paria avec un chevalier paysan. On voit toute la personnalité de Ser Criston dans cet épisode. Il est extrêmement passionné et a tenté de séduire Rhaenyra comme on le voyait dans la scène de la chasse. Puis ses sentiments se sont à vrai dire intensifiés comme une justification de son vœu de garde royale brisé. En réussissant à convaincre Rhaenyra, il pourrait retrouver son honneur. Mais son monde s'effondre lorsqu'elle refuse. Pour elle, il n'était qu'un plan cul, alors qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son vœu de chevalier. Alors que Viserys est de retour à Port-Réal, on voit que Alicent ne manifeste aucune émotion lorsqu'il s'effondre à la porte du château. Il en est fini du jeu d'acteur d'épouse, elle passe dans son rôle maintenant de politicienne. Elle obtient ensuite des aveux de Ser Criston, rongé par le remords, alors qu'il n'était même pas soupçonné. Il implore ensuite une mort rapide, il est au bout du rouleau et tout simplement prêt à mourir après qu'il ait tout perdu. Au-delà de la trahison que ressent Alicent, on retrouve encore une fois une pointe de jalousie, comme je le disais il y a un épisode, parce qu'elle n'était pas elle aussi insensible a priori au charme de Ser Criston. Lors du premier épisode, au moment de la victoire de Criston Cole lors du tournoi, elle est en fait la première à accourir pour le féliciter et pour le regarder, suivie directement par Rhaenyra. Et on voit encore sa jalousie de la liberté qu'a Rhaenyra de choisir qui elle veut alors qu'elle est coincée avec ce roi qui la répugne. La scène suivante montre Maestre Melos qui donne des nouveaux traitements au roi Viserys qui est en décomposition extrêmement avancée. Il refuse aussi les nouveaux traitements, ce qui est assez étonnant parce que manifestement les traitements habituels ne fonctionnent absolument pas. Et ça montre encore une fois que Maestre Melos, c'est comme s'il œuvrait pour la non-guérison du roi Viserys. Alors on peut se poser la question, sachant qu'a priori Maestre Melos est allié au Hightower et au clan de Aegon Targaryen, pourquoi est-ce qu'il voudrait accélérer la mort du roi? On pourrait se dire qu'il préférait attendre que Aegon grandisse et puisse même avoir un dragon, mais de l'autre côté, avec ce mariage entre Rhaenyra et Laenor, eh bien les choses s'accélèrent et il y aurait potentiellement des héritiers qui viendraient appuyer la revendication de Rhaenyra et de Laenor, ce qui serait vraiment très mauvais pour Aegon,
jeunes héritiers qui eux aussi pourraient devenir des chevaucheurs de dragons. On peut aussi imaginer qu'après la guerre dans les degrés de pierre, les armées des Vélarions sont au plus faible par rapport à ce qu'ils sont d'habitude et que s'il y a une guerre à déclencher, c'est le moment de frapper. Viserys, qui sent la mort approcher, s'inquiète de la trace qu'il risque de laisser ou de ne pas laisser plus tôt dans l'histoire. Lyonel fort le rassure en lui disant que c'est une chance d'avoir connu la paix, mais Viserys aimerait avoir connu la guerre où il aurait pu potentiellement s'illustrer, lui qui peut-être en a marre de jouer au Warhammer tout seul et voudrait jouer au petit soldat grandeur nature. On imagine aussi que Lyonel fort essaie simplement de lui dire écoute, tu as été un roi assez misérable et tu as eu la chance de le faire en temps de paix, ça aurait certainement été une catastrophe si c'était en temps de guerre. Accessoirement, s'il l'avait vraiment voulu, il aurait pu mener la guerre lui-même, ne serait-ce que dans les degrés de pierre récemment, mais de manière générale avec Dorne, qui n'est pas rattaché aux 7 couronnes encore, et il aurait tout à fait pu aller se battre contre eux. Le mariage commence et on voit toutes les familles défiler, de Jason Lannister qui est toujours aussi cringe, les Hightower sont là aussi, et on voit aussi bien sûr l'arrivée splendide des Vélarions. Laenor comme Rhaenyra comprennent assez vite qui est l'amant de l'autre, au jeu de regard et eux qui sont au courant grâce au pacte qu'ils ont fait juste avant. Puis arrive Daemon avec son sourire provocateur, et on voit que Viserys n'a même plus la force de se lancer dans une dispute avec lui. De manière générale, on a vu que Viserys évitait toute discussion politique ou tout conflit depuis le début de l'épisode. Il est simplement en train de préparer sa mort, de préparer sa succession. La seule chose qui l'importe, et même s'il a dû s'humilier à la marque pour ça, est de marier sa fille avec Laenor et d'unir les familles Velaryon et Targaryen. Donc voilà, c'est un peu son dernier acte en tant que roi. Alors qu'il est au beau milieu de son discours, un petit peu avec un style de François Hollande, la reine Alicent arrive dans la salle, dans le hall, avec une robe verte cette fois qui contraste avec ses robes rouges et noires qu'elle avait par le passé, qui étaient les couleurs des Targaryens, et le vert étant la couleur des Hightower. Elle a une attitude distante et formelle et renvoie Rhaenyra à son statut de belle fille, ce qui est presque amusant. En tout cas, on voit vraiment la différence entre Alicent qui maintenant est entrée dans l'âge adulte, qui a décidé d'accepter d'entrer dans le jeu des trônes et à ce titre a choisi son camp, les Hightower, alors que Rhaenyra, elle, est toujours dans le jeu et dans la recherche de sa liberté et de vouloir un peu profiter de la vie. Elle est restée dans l'adolescence. La musique me faisant d'ailleurs un petit peu penser à la musique de la fin de la saison 6 lorsque Cersei fait brûler le septuaire de Baelor, de la même manière que les feux verts de Villevieille qui brûlent lorsque les Hightower partent en guerre. La fête commence par une danse et on voit que Rhaenyra continue de s'en amuser. Ce mariage est une pièce de théâtre et cette danse est sa représentation. Sauf que pour tous les gens autour d'elle, cette danse est en fait la préparation à la guerre. Les tambours résonnent et on voit que tous les clans sont en train de se former. À vrai dire, c'est vraiment là la danse des dragons qui devrait secouer le royaume. D'un côté, on voit Alicent qui rejoint les Hightower et qui rejoint Aubert. Plus besoin, à vrai dire, d'Otto comme intermédiaire. Elle va directement parler au chef de son clan. On peut s'étonner quand même de l'absence d'Otto, même si il a été congédié de son poste de main du roi. Il n'y a pas de raison quand même qu'il ne soit pas invité au mariage, lui qui est quand même le père de la femme du roi. Daemon continue lui de jouer l'agent du chaos, balayant d'ailleurs avec aisance les accusations de Gerald Royce et en profitant même pour appuyer sa propre revendication sur le château de sa défunte épouse. J'ai trouvé que l'acteur était vraiment incroyable et ses mimiques sont vraiment géniales. En tout cas, il va falloir compter sur Daemon dans le futur, même si il est pour l'instant un peu entre tous les clans. On voit qu'il commence à jouer ses coups avec précision et il obtient dans beaucoup de situations ce qu'il veut, même s'il prend énormément de risques lorsqu'il avance ses pions. Il va ensuite, on voit séduire un petit peu Laena Velaryon, qui était à l'époque promise à son frère, et on voit que l'intérêt est manifestement mutuel. Et enfin, il va retourner toucher quelques mots à Rhaenyra. Celle-ci continue son jeu un petit peu comme à Père Dragon, où elle le provoque tout en flirtant avec lui. Leur relation n'est manifestement pas vraiment finie. Joffrey, l'amant de Laenor, vient parler à Ser Criston Cole et lui propose un pacte, lui révélant qu'il est au courant de sa relation avec Rhaenyra et qu'il propose de s'aider mutuellement à conserver leur secret. Malheureusement pour Joffrey, Criston est la seule personne de l'audience à ne pas être un noble et à ce titre à ne pas vraiment être versé dans les manigances politiques. La seule chose qu'il connaît c'est la violence à vrai dire et il est simplement lui un amant éconduit qui est en train d'assister à ce mariage comme s'il assistait à ses propres funérailles. Du coup, dans ce qu'on pourrait appeler un véritable accès de folie, il bat Joffrey à mort, comme quoi
il n'est pas très avisé de s'appeler Geoffrey lors d'un mariage dans Game of Thrones. Alors ce passage je trouve est un petit peu inexplicable, hein. Comment est-ce qu'on peut justifier que quelqu'un puisse battre à mort un des convives dans ce qui devrait être la salle la plus protégée de tout le royaume? Lénor, qui est le marié de l'héritière du trône, se prend lui aussi une droite et personne ne bouge. Tout le monde se met en cercle autour de Ser Criston pour le regarder transformer le visage de Geoffrey en pulpe, un peu comme Clegane avec Oberyn. Il y a aussi une mêlée générale qui éclate, on ne sait pas vraiment bien pourquoi, parce que généralement il faut quand même une raison au départ. En tout cas peut-être que c'est pour suggérer encore une fois la violence latente qui peut être déclenchée à tout moment au milieu des nobles, passant de la danse à la guerre. Mais voilà, j'ai trouvé que cette scène était un petit peu discutable, ce déclenchement complètement gratuit de violence qui n'est endigué par personne alors qu'il y a toute la garde royale à côté. D'Ingès, Lyonel Fort envoie son fils Arwyn sauver la princesse, ce qu'il fait en se frayant un passage à coups de poing, ce qui achève d'ailleurs de présenter la famille Fort. On voit que cette famille qui devrait avoir pas mal d'importance par le futur et que j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé la présentation de ces personnages. D'un côté on a le bon, Lyonel Fort, le conseiller, on a la brute, Arwyn Fort, qui manifestement est présenté comme un chevalier extrêmement puissant, et enfin on a le truand avec Larys Fort, qui est un personnage intriguant et manipulateur. Ensuite, Ser Criston s'en va sans que personne ne s'interpose. Après tout, il a juste massacré quelqu'un au beau milieu d'une fête. Et le mariage est directement célébré, peut-être parce qu'il n'avait plus vraiment lieu de faire la fête pendant 7 jours dans la foulée. D'ailleurs, sans que les deux mariés ne s'embrassent. On voit qu'ils sont tous les deux profondément affectés, on imagine surtout Lénor, par la situation. Tout ça sous les yeux d'un Viserys qui est en train d'agoniser et qui demande qu'une chose, c'est que ça se finisse. Criston Cole s'apprête ensuite à commettre seppuku, mais Alicent l'en empêche. Et on peut imaginer du coup une relation dans le futur entre ces deux personnages. Alicent qui a pris beaucoup d'indépendance dans cet épisode, qui a aussi complètement accepté son rôle politique, et peut-être d'ailleurs maintenant qu'elle n'éprouve vraiment plus rien pour le roi, qui devrait a priori bientôt mourir, on peut imaginer même une relation entre Alicent et Criston, on verra par la suite. L'épisode se termine avec la vision d'un rat qui se repaît du sang de Geoffrey, avec une vision sur le mariage en toile de fond. Alors bien sûr, les rats symbolisent les charognards, les parasites qui tournent autour de la couronne depuis le début de la série. Mais je vous parlais d'une théorie et je vais vous la partager maintenant au sujet de ces rats. Alors je vous préviens, elle est un peu farfelue, mais je la tente quand même. Larys Fort semble avoir énormément d'informations qu'il ne devrait pas avoir a priori, sauf si il se cache lui-même dans les murs. Mais en tout cas, à chaque fois, il n'y avait pas d'autres témoins. Ma théorie est qu'il tirerait ces informations des rats du château qui sont présentés depuis le début de la série, tournant autour des personnages principaux en se cachant dans les différentes salles du château. Je suggère donc que Larys Fort soit donc un change-forme, au même titre que Bran dans la série originelle Game of Thrones, et donc qu'il puisse se glisser dans le corps des rats pour aller espionner à droite à gauche dans le château. Autre similarité avec Bran d'ailleurs, il est aussi infirme. Bref, tout ça n'est qu'une théorie, ça va être intéressant de suivre ce personnage, peut-être aussi qu'il a des liens avec Mysaria qui elle aussi a un réseau d'informateurs, mais on voit qu'avec les intrigues qui commencent à monter, l'intensité et la violence aussi, eh bien, des informateurs, des intrigants commencent à tisser leur réseau et à aller chercher la course à l'information qui peut être cruciale dans le jeu des trônes. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cette analyse, que vous avez apprécié potentiellement ma théorie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6.